De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Benoît Cohen. Bonsoir. Vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, écrivain et vous publiez ce livre, Mohamed, ma mère et moi. Ce livre, c'est l'histoire d'une rencontre improbable, je le disais, entre deux personnes. Votre mère est un migrant afghan. Marie-France a décidé d'accueillir Mohamed par l'intermédiaire d'une association. Je le dis parce que le détail est tout de même important. Votre mère a créé avec votre père la marque Bonpoint, des vêtements pour enfants mondialement connus. Votre mère fait partie de ce qu'on appelle la bourgeoisie parisienne. Sans que ce soit évidemment péjoratif. Comment et pourquoi décide-t-elle un jour d'accueillir Mohamed? Racontez-nous. Déjà, mon père est mort il y a quelques années. Elle s'est retrouvée toute seule dans cette grande maison qu'ils avaient achetée suite à la vente de cette marque de vêtements pour enfants qui avait été, c'est vrai, un très grand succès. Et donc elle était seule dans cette maison. Elle a beaucoup entendu des émissions. Elle écoute beaucoup la radio. Elle a entendu beaucoup d'émissions sur la crise des Syriens, etc. Et puis, un jour, elle entend donc cette émission avec le directeur de cette association, Singa, qui s'occupe de mettre en relation des migrants, des réfugiés, avec des gens qui sont prêts à les accueillir. Et il y a un moment, une phrase dans cet entretien qui dit « quand on peut, on doit ». Et je pense que ça a été une espèce de déclic chez elle. Et elle a dit « je vais le faire ». Donc elle a appelé. Et on lui a dit, on lui a posé plein de questions. Elle a rempli un questionnaire. Et ce qui est amusant, c'est que pendant 3 semaines, elle n'a pas eu de nouvelles. Et donc elle s'est dit, en fait, finalement, c'est mieux, c'est un peu une sorte de lubie comme ça. Et un jour, on l'a appelée, on lui a dit, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait venir chez vous, et c'est parti. Et vous, quand vous l'apprenez, vous êtes aux États-Unis, Donald Trump vient d'être élu, et alors là, finalement, il y a une espèce de symbole d'une Amérique qui se replie sur elle-même, et votre mère qui fait une démarche complètement inverse, qui se tourne vers l'autre. Oui, moi c'est vrai que tout le début de ce livre, ça a été le traumatisme de l'élection de Trump. Le lendemain de l'élection, je tombe sur une phrase de la romancière Toni Morrison qui dit « c'est le moment où les artistes doivent se mettre au travail, c'est pas le moment de se lamenter, c'est le moment de résister et de créer ». Et donc, il se trouve que quelques jours après, je suis à Paris pour des raisons professionnelles et je prends un petit déjeuner avec Mohamed et ma mère. Et là, je me dis, voilà, là j'ai sous les yeux une sorte de solidarité au quotidien qui est l'opposé de ce qu'on est en train ce qu'on va vivre malheureusement aux États-Unis. Et donc, je me dis, je vais raconter cette histoire. Votre mère, elle l'a dit, hein, elle n'a pas caché les quelques appréhensions qu'elle a pu avoir avant d'accueillir Mohamed. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, des peurs, des a priori, des peurs pour votre mère? Déjà, ma mère a fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle ne nous l'a pas dit. C'est-à-dire qu'en fait, mes frères et moi, on a appris qu'elle... Moi, le début du livre, c'est j'appelle ma mère pour avoir des nouvelles. Elle me dit, j'attends Mohamed. Je dis, mais c'est qui Mohamed? Elle me dit, c'est le réfugié qui va habiter à la maison. Vous avez eu peur ou pas, très sincèrement? Évidemment, au début, je me suis dit, mais elle est complètement folle. Je me suis dit, elle a perdu la boule, ça y est. Donc, et puis... Voilà, on est une famille plutôt ouverte, plutôt généreuse, mais là, c'est vrai que ça a été un choc. Et puis, voilà. Et puis après, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'après, elle a vite appris à connaître Mohamed, et nous un peu plus longuement. Ouais. Mais au bout du compte, c'est une histoire magnifique parce que ça montre que quand on passe outre ces appréhensions initiale, on peut vraiment faire des choses formidables. Avec quand même des débuts difficiles parce que, et votre mère le dit aussi de manière assez intéressante, elle pensait finalement que Mohamed n'aurait besoin que d'un toit et de nourriture. Elle s'aperçoit qu'il a besoin de beaucoup plus que ça. Et l'adaptation de Mohamed, elle est pas si simple que ça. Il est malade les premiers jours. Il arrive en morceaux. Hein. Elle se dit, OK, moi je lui donne un toit, je vais lui donner aussi un travail parce qu'elle avait bien compris que ça allait avec. Et il se trouve qu'à l'époque, elle a créé, après Bonpoint, ils ont créé avec mes parents le concept store Merci. Et donc, à l'époque, elle lui a trouvé un travail chez Merci dans les jours qui ont suivi son arrivée. Donc, c'était un peu le loto pour lui, quand même. Le conte de fées, en tout cas. Conte de fées, il était quand même à la rue quelques jours avant. Donc, en fait, elle se dit, voilà, maintenant, le plus dur est fait. Et en fait, non. En fait, les 3 jours qui ont suivi son arrivée, il était au lit, il avait de la fièvre, il avait un mal de crâne infernal. Elle a fait venir un médecin qui lui a dit, il n'a rien, il est juste sous le choc. Et là, ma mère a compris que ce serait plus compliqué que simplement l'accueillir. Il allait falloir qu'elle s'occupe de lui comme d'un fils. Et c'est ce qu'elle a fait pendant ces 2 ans où ils ont partagé tellement de choses, où elle l'a emmené au cinéma toutes les semaines, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mohamed est arrivé comme réfugié politique, donc il n'a pas pu retourner dans son pays. Et ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu ses parents, surtout sa mère. Il est très proche de sa mère, je le raconte dans le livre. Et du coup, ma mère a été une figure maternelle de substitution. Figure maternelle et une personne qui lui a redonné confiance en l'être humain? Parce que ce qu'il a vécu, c'est aussi des trahisons à répétition?
Oui, c'est exactement le mot le plus important. La chose la plus importante, c'est la confiance. C'est-à-dire que tout au long de son chemin, même avant même de partir d'Afghanistan, parce qu'il est né en Iran, il a quand même une histoire assez traumatique. Que vous racontez d'ailleurs. Hein, c'est une des parties du livre. Sûr. Et en fait, il a perdu confiance. Il n'a plus confiance en personne quand il arrive à Paris. Et il faut imaginer ce que c'est avoir confiance en personne. C'est-à-dire que là, on est en train de se parler, vous ne vous dites pas quelqu'un va arriver derrière vous, vous poignarder, ou que l'eau que je suis en train de boire est empoisonnée. Et lui, il n'avait plus confiance en personne. Et la personne qui lui a donné confiance, la seule personne en qui il a eu confiance pendant des années, c'est ma mère. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'il m'a dit dernièrement que j'étais la deuxième personne en qui il avait confiance. Donc c'était quelque chose de très touchant. Donc c'est le fait de restaurer cette confiance est essentiel. Et je crois que c'est ce que ma mère a fait de plus fort dans cette histoire. Une confiance qui lui a même donné ou redonné des ambitions fortes, puisque je crois que Mohamed est étudiant à Sciences Po aujourd'hui, et vous n'y croyiez pas quand il vous en parle à l'époque. Personne n'y croit. C'est-à-dire quand il dit à ma mère qu'il vient de lui trouver un travail de serveur dans un salon de thé, et elle se dit c'est déjà formidable. Et il dit non, mais moi je voudrais faire des études. Oui, mais tu veux faire quoi comme études? Je voudrais faire des études à Sciences Po. Il lui dit mais oui, mais il a appris le Coran pendant 10 ans, il a arrêté l'école à 15 ans. Et il veut rentrer à Sciences Po où 85% des gens ont une mention très, très bien au bac. Donc à un moment donné, on lui dit écoute, moi aussi j'aimerais bien marcher sur la Lune ou faire un truc comme ça va être sympa, mais il faut être réaliste. Et lui, non. Et comme c'est quelqu'un qui a comme ça une espèce de force et qui a fait qu'il a pu passer toutes ces étapes. Et plein de ses amis qu'il a rencontrés en route n'ont pas passé ces étapes. Et il a découvert ce programme qui s'appelle Wintergrade, qui a été créé par deux élèves de l'ESCP, qui permet à des réfugiés de monter des projets, donc un food truck, une équipe de foot, enfin bon, et puis ou une école, n'importe quelle école. Et ils lui ont mis un coach, ils lui ont mis un mentor, et ils l'ont entraîné pendant 6 mois pour préparer ce concours. Et il a réussi contre toute attente. Mais c'est vrai que je lui dis tout le temps merci, parce qu'à l'époque, j'étais en train d'écrire le livre et il a écrit la plus belle fin que je n'aurais même pas pu imaginer, ou en tout cas, j'aurais pas osé l'écrire parce que c'était trop gros, quoi. Et alors qu'il était menacé par les talibans, il a envie de retourner en Afghanistan et il a envie d'agir pour l'éducation des enfants. Alors c'est vrai que lui, il a été interprète de l'armée française et que quand l'armée française, au moment de l'élection de François Hollande, a quitté le pays, les militaires lui ont dit il faut partir parce que vous êtes en danger de mort, on le sait, on a des informations, et puis les talibans vont se venger d'abord sur les interprètes qu'ils considèrent comme des traîtres. Et donc ils ont dit allez à l'ambassade, on va vous donner un visa. Il se fait présenter à l'ambassade et en fait l'ambassade ne lui a pas donné de visa. C'est-à-dire pendant 7 mois ils l'ont fait marner, attendre, etc. Et au bout de 7 mois, il y a des gens qui sont venus frapper à sa porte pour l'égorger. Il s'est échappé par la fenêtre, il est allé se réfugier dans une mosquée. Le lendemain, il a pris le premier avion pour le Sri Lanka. Et donc voilà, donc il est à la fois, il était menacé. Je pense que s'il retourne aujourd'hui, la pression est tombée. Mais c'est vrai que lui, son idée, c'est de pouvoir étudier la politique, travailler à l'ONU à un niveau tel que quand il va retourner dans son pays, il aura des responsabilités importantes. Et surtout au ministère de l'Éducation, il a un plan très précis pour pouvoir changer les livres qui, d'après lui, sont à la base de toute la désinformation que peuvent recevoir les enfants, et donc ensuite qui fait que la société est ce qu'elle est aujourd'hui en Afghanistan. Vous avez envie d'en faire un film aujourd'hui de cette histoire? Non seulement j'en ai envie, mais ça y est, les droits sont en train d'être achetés par un producteur avec qui on va faire le film. Je dis on parce que c'est moi qui vais le réaliser, c'est quand même mes premiers amours, j'ai fait des films pendant 20 ans. C'est vrai que là j'ai un peu pris le virus de l'écriture parce qu'il y a une liberté dans l'écriture de livres qui n'est pas du tout la même que celle d'un film qui est quelque chose de très contraignant, mais on va en faire un film, oui. Et votre mère, elle va accueillir à nouveau un migrant? Ma mère est en ce moment dans le processus d'accueillir quelqu'un à nouveau, donc elle aussi a pris le virus, une autre sorte de virus, mais c'est vrai que bon voilà, c'est quelque chose faut comprendre donc que ça a apporté évidemment énormément à Mohamed, mais elle aussi ça lui a apporté incroyablement. Et c'est une histoire très touchante à lire dans Mohamed, ma mère et moi. Merci infiniment Benoît Cohen d'avoir été notre invité ce soir dans l'entretien. C'est la fin de cette émission.